vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez dans la salle ici au centre Jacques Berthe ou derrière votre écran. Un grand merci. Je pense que on a là aujourd'hui une première occasion de présentation du programme. On va être très, très heureux que Béatrice ait fait le déplacement. Et c'est vrai que tout de suite, ça signifie qu'il y a un véritable engagement. Donc, on est ravis de recevoir Béatrice au CJB. Très personnellement, je suis très curieux de l'écouter vous présenter ce très beau programme. Quand j'ai appris qu'elle revenait en plus d'Ibadan, qui m'est cher aussi, j'ai compris que le programme était très ambitieux et c'est exactement ce qu'on souhaite voir. Donc, ce n'est plus une première occasion, mais voilà, on est ravis qu'elle ait lieu. Je comprends qu'il y en a d'autres qui arriveront bientôt. Et pour l'heure, on est très content d'avoir cet exposé du programme de Béatrice. La parole est à toi. Merci beaucoup, merci de l'accueil du centre Jacques Berthe, parce que c'est vraiment l'occasion d'établir des contacts avec des gens, des collègues, des archivistes, éventuellement aussi des acteurs du chiffre, en fait. Enfin, on est tous acteurs du chiffre, des statisticiens, pourquoi pas, des comptables, enfin, bref, je pense qu'on est ici dans un lieu très important pour mettre en place, essayer de mettre en place, diffuser, s'aimer un programme de recherche. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Aujourd'hui, d'abord de vous le présenter. Alors, je ne suis pas du tout toute seule. On est dans un programme collectif. Les chiffres au Maroc et au Maghreb, 19-21e siècle. Bon, ça, c'est l'intitulé du séminaire. Des séminaires, d'un cycle de séminaires qui va se prolonger jusqu'à la fin de 2022. Je vous détaillerai un peu les différentes dates tout à l'heure. Et cette proposition de séminaire s'inscrit dans un programme de recherche qui est antérieur et ce qui concerne les statistiques, plus particulièrement les chiffres en général, mais plutôt les statistiques. Et voilà, alors les chiffres au Maroc et au Maghreb, 19-21e siècle, en fait, il s'agit de mettre en place une équipe, disons, ou alors tout simplement de fédérer une équipe, ou des gens, des individus qui travaillent déjà autour de ces thématiques du chiffre. C'est pas du tout pour diriger quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on se rend compte en fait que beaucoup de chercheurs travaillent sur le chiffre. Alors que ce soit le chiffre de migration, que ce soit le chiffre de, je sais pas moi, de la population totale, de la population active, l'état civil, la conscription, etc. Bon, donc on peut très bien essayer de fédérer ces travaux-là et puis, du coup, de s'interroger ensemble aussi sur la signification du chiffre, des chiffres au Maroc. 19e, ça peut être le 18e, on n'est pas maniaque, 22e siècle, je sais pas quoi, là, ça c'est pas possible parce qu'on fait pas en perspective, mais 18e, ce serait intéressant aussi de voir, surtout dans ces pays du Maghreb, les antériorités aux chiffres coloniaux, puis ensuite les héritages des chiffres coloniaux sur des chiffres qui sont des chiffres post-coloniaux. Ça peut être dans les années 60, ça peut être dans les années 1970, mais aussi, pourquoi pas, dans les années 2000, 2021, 2022, pas forcément plus loin, mais voilà. Autrement dit, essayer de mélanger toutes ces approches du chiffre, des chiffres. Je ne suis pas toute seule, j'avais essayé, c'est une équipe qui travaille derrière cette thématique du chiffre, et Xavier Daumalin de l'Université d'Aix-Marseille, que je vais laisser se présenter, a eu la gentillesse et puis de participer aussi à ce projet et aussi de participer à cette séance. Donc Xavier, si tu veux peut-être dire quelques mots d'introduction pour te présenter, et puis après je me présenterai peut-être plus en détail. Et voilà, pour ouvrir le séminaire. Merci Béatrice, merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Moi j'ai un très mauvais son par rapport à toi. Donc je suis professeur d'histoire contemporaine, spécialiste d'histoire économique. Et j'ai pas mal travaillé sur les relations entre Marseille et l'Ouest africain de 1840 jusqu'à 1960. Et donc là, dans le cadre de ce travail, je suis responsable de l'axe 4, on y reviendra peut-être tout à l'heure pour le détailler. Et je suis aussi porteur d'un projet qui s'appelle Mars Imperium,
C'est un projet Amidex soutenu par Aix-Marseille Université qui vise à reconstituer toute l'histoire impériale du port de Marseille depuis le début du 19e siècle jusqu'aux traces et aux débats qui ont lieu aujourd'hui sur les statuts, sur les archives, sur les objets, etc. Donc finalement, ce projet COCOL rencontre ces préoccupations-là aussi. Donc voilà. Oui, je vais en parler du projet COCOL. On n'a pas trouvé de sigle moins ridicule, mais bon, désolé, mais je vais vous détailler le sigle. Voilà. On voit que tu es en plein soleil, hein, Xavier. Donc, à Aix-Marseille, il fait beau. Ici, il pleut. Bon, c'est vraiment. Là, c'est très beau, mais. Passage météo. J'ai l'air un peu Bernadette Soubirous. Je regarde en haut parce que l'écran est en haut. Hein. Ne pensez pas que je suis complètement illuminée. Mais je vois sur la caméra que. Bon, bref, voilà. Alors, bon, je me présente rapidement. Donc, Béatrice Touchelet, je suis à l'Université de Lille. Hein. Je suis professeure d'histoire contemporaine et depuis un certain temps, je travaille sur les chiffres, sur la statistique. J'avais fait une thèse sur l'histoire de l'INSEE, donc l'histoire de l'Institut national de la stat et des études économiques. C'était plutôt une monographie un peu dans un bocal. Mais depuis, j'ai cassé le bocal. Et puis, j'ai abordé d'autres chiffres et je me suis interrogée, disons, plus en détail hein, sur l'impact des chiffres, en particulier de la statistique sur les sociétés et réciproquement l'impact des sociétés sur ces chiffres. Voilà. Donc, bon, alors, il y a 3 participants, le centre Jacques Berck, hein, évidemment, l'IRIS, donc c'est mon labo de recherche, et puis TELEM, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la première diapo. Donc, on a affaire à un cycle de séminaire ici, concernant la fabrication, les usages, les effets des chiffres. Hein. Bon, chiffres statistiques, on va revenir hein, sur ces détails, dans différentes configurations. Il s'agit du coup d'aborder les chiffres dans un temps long. C'est l'objectif hein, très ambitieux, voir l'impact de la colonisation, de la décolonisation, de la mondialisation hein, sur la façon dont on définit ces chiffres, dont on les construit, dont on les utilise aussi. Hein. Bon, y a-t-il une normalisation des statistiques à l'échelle mondiale? Oui, bien sûr. Bon, je ne vais pas m'interroger sans arrêt et répondre, mais il y a une normalisation. Mais en fait, hein, que cache cette normalisation hein, des chiffres? Qu'est-ce que ça signifie? On en parlait tout à l'heure. Hein. Il y a un programme au centre Jacques Berck ou un séminaire, je ne sais plus, sur les chiffres et la Covid. Hein. Bon, voilà, alors là, on est dans la caricature de l'usage, du mésusage ou du non-usage des chiffres. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi ces chiffres-là. 4 séances pour ce séminaire sont programmées. La première, c'est aujourd'hui, ce que Comté veut dire. Alors, bon, il fallait bien un titre, hein, mais effectivement, vous allez voir que ce que je vais vous présenter, c'est la façon dont dans ce programme de recherche, on aborde les chiffres. C'est une façon et c'est une présentation qui sont tout à fait soumises à discussion. On a un certain nombre d'hypothèses, mais rien n'est figé. Et c'est l'intérêt, hein, mais sinon, je n'aurais pas proposé un cycle de séminaire avec justement des échanges, hein, c'était bien le but. Donc ça, c'est aujourd'hui. Comptez le travail, alors là, la date est à confirmer, mais le séminaire, en principe, le 31 mars 2022, serait, alors ça, c'est pas en principe, il sera animé par Annick Lacroix, qui fait partie de l'ANR. Je vous présenterai les différents axes tout à l'heure. Hein. Bon, et voilà, donc compter le travail, c'est cet axe sur le travail. Troisième séminaire, les institutions du chiffre. Là, la date est définitive, c'est le 29 juin 2022. Et là, on présentera avec Boris Samuel, on présentera bien justement les institutions, l'institutionnalisation et les institutions du chiffre de part et d'autre hein, de la Méditerranée. On s'interrogera sur cette signification de la construction d'une expertise aussi, hein, donc 29 juin 22. Et puis une date à déterminer, ça on verra, autour de septembre 22, les chiffres au Maghreb. Bon, bah là, disons, ça sera le séminaire dans lequel il y aura normalement beaucoup de participants, puisque c'est le séminaire qui nous permettra de définir d'autres, enfin pas d'autres approches, mais d'ouvrir des perspectives plus larges et des coopérations beaucoup plus larges. Voilà, ce que je n'ai pas du tout indiqué, c'est mon mail, mais ça, vous pouvez le trouver sur le site, je crois, parce que si jamais ce programme vous intéresse, si vous avez des questions à poser, etc., il ne faut pas hésiter, bien entendu, à échanger hein, par l'intermédiaire du centre, et surtout à venir hein, aux différents séminaires, et voilà. Alors, ce que Comté veut dire aujourd'hui, présentation en 3 temps. Bon, d'abord, je vais vous présenter la thématique.
les thématiques, programme de recherche et l'équipe de recherche de cette AMR COCOL, on va en parler tout à l'heure. Bon, ensuite, de quels chiffres parle-t-on? Bon, je pense que si on doit engager des collaborations, il faut qu'on s'accorde à peu près sur ce que l'on veut faire, ça c'est évident, mais aussi sur les chiffres dont on parle. Et puis, un programme en quête, ça je vais le répéter, quand j'ai relu le PowerPoint, je me suis rendu compte que vraiment c'était du lourd, mais un programme en quête de partenaires au Maroc et au Maghreb, je crois que c'est vraiment l'objectif de ce séminaire. Et voilà. Alors, bon, premier point, thématique, programme de recherche et équipe. D'abord, de quels chiffres s'agit-il? Donc, derrière les chiffres, les statistiques, mais ça marche aussi pour les chiffres comptables et ça marche aussi pour des chiffres qui sont par exemple ceux du Covid ou pour des chiffres qui sont moins publiés ou qui ne sont pas destinés à être publiés, qui pourraient être fabriqués par exemple dans un contexte ou dans un cadre militaire. Combien ont-ils dans l'artillerie, combien mettent-ils dessous, etc. Bon, de quel chiffre s'agit-il? Donc là, je vais énumérer, c'est un peu lourd, mais toute une série de questions, je pense, auxquelles ce programme, concernant les chiffres, devrait répondre, ou plutôt, c'est l'ambition du projet objet. Donc, de quels chiffres s'agit-il? Qui les fabrique? Parfois, on a tendance à, quand on parle, par exemple, de comptabilité ou de statistiques, à ne pas voir ceux qui les fabriquent. Or, ils ont un rôle essentiel. Ils peuvent très bien fausser les chiffres, pas volontairement, mais parce qu'ils n'y comprennent rien. Ou alors, au contraire, ils peuvent fabriquer des chiffres, disons, trop complexes pour qu'on les comprenne. Ils peuvent avoir, et c'est un peu, un détour, enfin plutôt, un inconvénient des institutions de stats très contemporaines. Elles recrutent souvent des ingénieurs pour la France, des ingénieurs polytechniciens qui comprennent évidemment tout aux chiffres, à la modélisation, à la programmation, etc., mais qui, résultat, sont très en peine lorsqu'il s'agit d'expliquer ces chiffres. Voilà. Bon. L'expertise, dans quelle mesure est-ce que cette expertise ne, finalement, confisque-t-elle pas aussi les chiffres, qui pourraient être, ces chiffres, un argument politique, qui pourrait être une arme politique. Donc, il est fondamental de voir qui fabrique les chiffres, comment, pourquoi. Fondamental aussi de voir qui contribue à la fabrication des chiffres. Les enquêtés, on les oublie parfois. Il y a un programme de recherche autour de Léa Renard à l'Institut Marc Bloch à Berlin qui est en cours. Qui sont les enquêtés? Quels sont les rapports entre enquêteurs et enquêtés? C'est sûr que, si on lit des polars, on sait très bien que quand on est enquêté, si on a une lampe dans les yeux, c'est pas forcément pour donner des chiffres, mais c'est pour donner des complices, etc. Mais la condition de l'enquête, les conditions des enquêtes sont fondamentales et ça, on doit s'y intéresser. C'est d'autant plus clair que ces conditions sont fondamentales dans un contexte colonial. Qui envoie-t-on? Si vous envoyez un gendarme, à ce moment-là, si on a des choses à se reprocher par rapport à une autorité, à ce moment-là, on va partir en courant. Bon, si vous envoyez un instituteur, quel rapport a-t-on avec, justement, le savoir du colon qui est dispensé par l'instituteur? Fondamental de savoir qui sont les enquêtés, qui sont les enquêteurs, les enquêtés. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis gendarme ou instituteur. Comment, pour qui et pourquoi, évidemment, est-ce que l'on contribue à ces chiffres? Pourquoi est-ce que j'irai répondre, finalement, à un questionnaire statistique? Pourquoi est-ce que j'irai me faire recenser? En France, les recensements sont devenus pas facultatifs, ils ont toujours été. En France, les recensements sont désormais effectués par sondage. On ne vient plus frapper à votre porte, vous n'avez plus ce fameux bulletin de recensement qui encombre votre boîte aux lettres si vous ne le prenez pas. Donc, on s'éloigne du coup de la mesure statistique. Les calculs de biais, justement, de marge, non pas d'erreur, mais de non-appréciation, non disponibles, refus d'enquête, refus d'études, là, sont en cours pour ces changements. Mais la pratique aussi, statistique, a un rôle très, très important à jouer dans, disons, la fiabilité de ces enquêtes-là. Voilà. Alors, comment, pour qui et pourquoi est-ce qu'on va contribuer à ces enquêtes? Alors, nous retenons les stats officiels ou les chiffres officiels qui sont officiels. Pourquoi? Parce qu'ils sont diffusés. C'est-à-dire qu'on peut les voir, les conserver, les discuter éventuellement, qui sont produites par des autorités
des autorités qui peuvent être autonomes, économiques, elles ne sont pas forcément légales, ces autorités, ce ne sont pas forcément des autorités politiques, mais même le patronat, enfin même les patrons, hein, évidemment, les comités économiques fabriquent des chiffres, hein, donc des autorités politiques ou des autorités économiques des territoires qui font des chiffres, hein, donc des autorités traditionnelles aussi, hein, font des chiffres. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux des colons? Point d'interrogation. Est-ce qu'il parfois il y a rencontre? Est-ce qu'il y a conflit entre ces chiffres produits par des autorités locales et puis par des autorités coloniales? Est-ce que les chiffres vont servir à opposer justement, hein, ou à discuter ou à obtenir évidemment, hein, un certain nombre de choses du colonisateur? C'est sûr que plus vous avez une population abondante, c'est pas sûr d'ailleurs, ça c'est n'importe quoi, mais a priori le chiffre a un message, il porte un message, hein. Si vous avez 2 personnes dans votre village, on va supprimer le feu rouge. Si vous en avez 650, c'est à ce moment-là on va remettre le feu rouge. Donc c'est sûr qu'il y a un poids politique. Que nous apprennent ces chiffres aussi, hein. Succession de questions, c'est pour lancer un peu les débats. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Et peut-être le plus intéressant, qu'est-ce qu'ils ne nous apprennent pas? Dans quelle mesure est-ce que les chiffres contribuent à, disons, des c'est pas un mot, pour ça que j'ai mis entre, mais l'invisibilisation, travail des femmes, est-ce que ça apparaît dans les stats? Lesquelles? Comment? À partir de quand? Il y a même une statisticienne de l'INSEE qui a écrit justement un article intéressant sur l'invisibilisation du travail des femmes par la statistique française. Alors on se doute bien que dans des États qui sont moins avancés sur le plan statistique, on est encore plus invisibilisés, hein, en tant que femmes, mais ce ne sont pas que les femmes, c'est aussi l'artisanat. Les familles, est-ce que les familles apparaissent clairement? Comment les familles apparaissent-elles dans les statistiques officielles des colons, par exemple? Est-ce que, la pauvreté, est-ce que c'est un indicateur statistique qui est utilisé, valorisé? Et comment mesure-t-on finalement la pauvreté? Je disais que je revenais d'Ibadan, et en effet, c'est absolument évident qu'il n'y a pas de statistiques de pauvreté. Ça n'aurait aucun sens. Par contre, il n'y a de statistiques que lorsqu'elles concernent des salariés. Voilà, on ne mesure pas les revenus si ce ne sont pas ceux des salariés. Tout ce qui est économie informelle, invisible, ça reste informel et invisible, et ça concerne à peu près 95% de la population. Il n'y a que le reste, en fait, un sommet de l'iceberg, hein, qui apparaît, qui transparaît dans les chiffres. Donc, on a ce type de configuration que nous apprennent, que nous dissimulent les chiffres. Hein, alors évidemment, pas la tarte à la crème, mais un petit peu quand même, hein, les critiques des indicateurs de croissance, hein, la production nationale brute, c'est connu. Hein, là, on a une statistique de la production, mais qui ne s'intéresse qu'à la production marchande. Enfin, ça, vous connaissez. Voilà. Et ça, c'est aussi un chiffre, hein, qui permet un classement mondial. Derrière le classement mondial, il y a évidemment des taux d'intérêt, il y a des prêts que l'on vous accorde ou que l'on ne vous accorde pas. Bien. Alors, autre objet aussi de l'étude, une apparente uniformité, hein, ces chiffres normalisent. On a un chiffre autour duquel on s'accorde, il y a 5% de croissance par an, par exemple, ou 10% de chômeurs. Hein, mais est-ce que ces chiffres ne sont pas, et dans quelle mesure plutôt sont-ils, parce que là c'est une affirmation, hein, ces chiffres sont évidemment particuliers selon un certain nombre de caractéristiques, hein, politiques, économiques et sociales. C'est sûr que les chiffres ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a sans doute des chiffres précoloniaux, il y a sans doute des chiffres, même pour chiffrer la population, évaluer une population, avant la colonisation, pendant et après. Hein. Le cas du Maroc est à cet égard assez intéressant, hein, parce que dans toutes les données, dans tous les résultats des recensements, on fait une classification des populations. Vous avez les Européens, souvent inclus les Israélites dans ces Européens dans les années 30, en 1930, entre deux guerres. Et puis de l'autre côté, vous avez les musulmans. Et puis de l'autre côté, vous avez, c'est tout en fait, hein, éventuellement une catégorie autre. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a dans les autres, mais c'est très intéressant aussi de savoir pourquoi est-ce que l'on distingue les Européens des musulmans. Est-ce qu'un Européen ne peut pas être musulman, etc. Voilà. C'est intéressant aussi de voir derrière l'apparente uniformité, l'apparente neutralité du chiffre. En réalité, quand vous prenez un tableau statistique, c'est fondamental de savoir comment il est construit. Je ne vais pas vous faire un cours de technique quantitative, mais est-ce que vous classez les pays du monde par ordre alphabétique? Est-ce que vous classez les pays du monde par, produit national brut, par population, par revenu net moyen, ou brut moyen, qu'importe. Hein,
c'est très important parce que ce qu'on lit en général, c'est le premier, le dernier, et puis un petit peu au milieu. Mais autrement dit, est-ce que vous noyez le poisson? Quel poisson? Comment voilà. Donc les chiffres apparentent uniformité, mais nous, ce qu'on veut faire dans ce programme de recherche, c'est aller voir derrière, justement, ce que cachent ces stats, justement les coulisses dans le temps long. Bon, aussi, autre question, ça va être un peu long sur les questions, mais l'impact des chiffres, c'est fondamental, ça paraît fondamental. Les chiffres, pour qu'ils soient justement définis, classent les individus. Il y a des classifications, il y a des catégories sur lesquelles s'appuient ces chiffres, et ces chiffres, du coup, vont construire aussi des catégories, j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, des catégories qui sont européens, musulmans, israélites ou autres. Bon, quel est le fondement de cette construction de ces catégories? Quel est au fond, il y aura toujours des marges, évidemment, ce sont les marges qui sont intéressantes. Pourquoi on a construit? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu, je ne sais pas moi, une autre classification? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas aussi une colonne italienne, par exemple, je dis n'importe quoi, mais bon, ou une colonne migrants ou passagers qui passeraient dans le territoire? Donc l'impact de ces chiffres, c'est évident que du coup, ces chiffres-là vont créer durablement des catégories. Vous vous reconnaissez, à force d'être comptabilisés parmi les musulmans, israélites ou européens, vous épousez la cause de votre groupe. On peut créer des catégories, créer des antagonismes. L'impact, évidemment, de ces chiffres n'est pas du tout négligeable. Bon, et ça, c'est connu aussi. Revoilà la tarte à la crème. Bien entendu, l'effet des hiérarchies du PND, dont je parlais tout à l'heure, l'indicateur de croissance, sur le classement international des pays est absolument fondamental. Il y a des effets à l'échelle internationale, nationale, régionale, locale et individuelle aussi. On est compté ou on n'est pas compté. Donc voilà, et on est compté et placé dans telle catégorie ou pas. Ça a un impact aussi à l'échelle individuelle. Voilà. Alors, autre question, quels sont les liens entre statistiques, pouvoir et domination? Ça, c'est quelque chose qui, disons, qui traverse un petit peu, complètement le programme de recherche. Dans quelle mesure est-ce que le chiffre, finalement, est un véhicule de la domination? Alors, quand on dit domination, c'est au sens très large. S'il y a classement, il y a hiérarchie, fatalement, quelque part. Bon, donc on va ordonnancer, on va ordonner des individus, des catégories, et dans quelle mesure ces chiffres participent à cette définition et à ce classement des catégories. Que nous apprennent les chiffres? Autre chose, des rapports de force entre et dans les administrations. Là, ils nous apprennent beaucoup de choses. Des rapports de force entre et dans les administrations, les régions, les groupes, les ethnies. Bon, que nous apprennent les chiffres, des relations par exemple entre les autorités qui restent des autorités locales, pouvoir traditionnel, et puis les colons par exemple. Ils nous en apprennent pas mal là-dessus, à l'intérieur de ces arènes aussi. Les chiffres nous apprennent beaucoup de choses. Voilà, alors c'est un programme de recherche qui va tenter de répondre à un certain nombre de questions. Il y a iPhone 13 Pro Max. Que nous disent ces chiffres des intentions, de leurs commanditaires? Ça aussi, ça paraît important. Les chiffres ne viennent pas comme ça. S'il y a chiffre, c'est coûteux. Et à partir du moment où c'est coûteux de produire un chiffre, et c'est systématiquement coûteux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui va payer. Ce n'est pas forcément celui qui demande le chiffre qui va payer, mais on les oublie souvent, ces financeurs de la STAT. Ce ne sont pas forcément eux qui vont les utiliser, mais il y a derrière un commanditaire de la STAT. Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend juste le commanditaire de savoir combien de bananes on produit dans le territoire? Voilà, Est-ce qu'il attend de savoir quelles sont les catégories de la population? Est-ce qu'il attend des outils pour répartir les richesses, les ressources? Ça, c'est aussi très important. Est-ce que tous les commanditaires sont d'accord? D'ailleurs, un gouvernement qui demande des statistiques du chômage a peut-être intérêt à un moment à ne pas demander des statistiques du chômage, des statistiques de prix. Vous voyez en ce moment les tensions qu'il peut y avoir autour de l'indice des prix, la consommation, par exemple sur l'inflation. Il y a des enjeux politiques. Et du coup, est-ce que les commanditaires maîtrisent? Certainement pas, mais est-ce qu'ils ont conscience de justement des enjeux de ces chiffres? Comment peuvent-ils influencer du coup ces chiffres? Est-ce qu'ils le font ou pas? Point d'interrogation. Voilà. Alors,
Une idée aussi, mais ça, ce sont des questions et des hypothèses a priori. Enfin, moi, je pense que ça c'est à discuter, que les chiffres font du lien. Malgré toutes leurs, tous leurs défauts, évidemment, et c'est ça qu'il faut étudier, mais ils font du lien parce qu'on s'accorde, alors de façon très générale. Mais si les chiffres ne font pas consensus, parce qu'il y a Didier Bensadon qui est comptable, si on n'est pas d'accord sur la façon de calculer un bénéfice, par exemple, à ce moment-là, le calcul même du bénéfice n'a plus aucun sens. Autrement dit, il y a nécessairement à un moment une forme, alors soit d'indifférence totale, soit de consensus autour de la construction d'un chiffre. Si on ne s'accorde pas du tout sur la signification du taux de chômage, par exemple, à ce moment-là, cet indicateur n'a aucun sens et du coup, on va à la limite tout fabriquer. Des pays dans lesquels, des pays, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu au Chili, par exemple, une émeute qui a été provoquée par quoi? Par une augmentation de 20 centimes du prix du ticket de métro à Santiago, du Chili. 20 centimes, c'est rien du tout. Ça a provoqué une émeute. Et puis, du coup, un changement, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, parce que l'issue est plutôt. Bref, mais un changement de gouvernement, etc. Il y en a d'autres que je ne prendrai pas. Mais voilà. Donc, vous voyez, le Chili est, a priori, un appareil statistique assez développé et surtout assez bien mobilisé, aurait pu savoir qu'une augmentation, le seuil de tolérance par rapport à des gilets jaunes, vous voyez, par rapport à une augmentation. Le seuil de tolérance par rapport à l'augmentation du prix des cigarettes, par exemple, en France, c'est très simple, vous allez Gare du Nord, vous achetez votre paquet de Marlboro à 5 €. Il est en fraude. Enfin, voilà. Bon, non. Et l'outil statistique peut aussi servir à justement mieux maîtriser, disons, les évolutions sociales. Ces chiffres font du lien normalement, une sorte de langage commun qui va inclure, qui va exclure, qui va permettre du coup de quelque part faire société. Bon, ça c'est une hypothèse tout à fait à discuter. Faire société dans un cadre colonial, est-ce que ça a un sens? Vous voyez, si on repousse en temps long toutes ces questions-là, on les pose différemment, évidemment, dans une société coloniale, dans une société même précoloniale, avec une hiérarchie assez rigoureuse, dans un passage au moment des indépendances, est-ce que le chiffre, la statistique publique, par exemple, pour aller vite, c'est un peu un anachronisme, mais bon, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a le même sens sur ce temps long? Voilà. Bon, l'approche du programme est comparative. L'idée, c'est de comparer les empires, de comparer les périodes. Je pense que vous l'avez compris. L'enquête d'étude est envisagée à l'échelle des empires. L'idée, ce serait de comparer, évidemment, des empires coloniaux, France, Belgique, Portugal, Allemagne, c'est pas du tout le même, et puis Grande-Bretagne, et autres, je n'exclus personne. Les empires, ça peut être aussi l'empire soviétique, l'usage des chiffres de l'autre côté du mur, bien entendu. Bon, l'idée, ce serait aussi, mais ça, à plus long terme, l'idée, ce serait aussi de voir quel est le rôle des chiffres dans les transitions démocratiques, politiques, économiques, quand on passe à une économie ultralibérale. Est-ce qu'on utilise, comment on utilise, est-ce qu'on valorise ou pas le chiffre, la statistique? Est-ce que le chiffre est perméable à des configurations politiques? C'est certainement, mais il faut le montrer. C'est pas évident. Voilà. Une approche comparative et le but étant de mieux comprendre ce qui est en œuvre derrière la production et les usages des chiffres comptables, statistiques et autres. Donc la recherche consiste à déconstruire les classements, à examiner ce que les chiffres simplifient, à remettre en question évidemment les évidences auxquelles nous habituent beaucoup les chiffres contemporains. On est noyé dans les chiffres et finalement on ronronne avec les statistiques et avec les chiffres. C'est bien commode, mais bon, je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent, mais il faut absolument les réinterroger justement pour ne pas être, disons, béni du chiffre, parce que c'est une tendance un petit peu, on l'a vu avec la Covid, c'est une tendance, on vous lance des chiffres de temps en temps, on les oublie de temps en temps, pourquoi, il faut s'interroger sur le pourquoi, le comment, et le comment, on dit comment le faire. Alors, le programme ANR, je vais le présenter rapidement avec Xavier. Un programme de recherche, alors une partie
de cette recherche assez ambitieuse est financée par l'ANR. Je vous ai mis le numéro, donc depuis l'année dernière. Cette ANR s'appelle Compter en situation coloniale et postcoloniale. C'est COCOL, c'est COCOL, qui concerne, alors, la recherche concerne les stades des territoires en Afrique, anciennement colonisés, donc ou bien territoire sous mandat, et c'est inclusif, et puis protectorat français. Dès que j'ai pu, je vous ai mis des renvois à des HTTPS que vous puissiez voir un petit peu. Alors, la page hypothèse, c'est moi qui l'ai faite et je suis franchement pas... c'est peu de le dire, mais on va recruter un ingénieur d'études et je vous garantis que ça va un petit peu s'arranger. Pour le moment, c'est pas la peine. On va créer un site internet pour cette ANR COCOL, et voilà, mais il faut l'ingénieur d'études parce que ça, c'est pas moi. Bon, le programme ne demande qu'à essaimer, ça y est, j'en remets une louche, et pour s'enrichir, mieux couvrir le territoire et élargir les problématiques. Alors, ce programme a commencé effectivement à essaimer. On a déjà des partenaires, on a des partenaires en Afrique subsaharienne, et ça, c'est une très bonne surprise parce qu'en réalité, au Cameroun, à Madagascar et au Sénégal, c'est un programme qui est limité, lui, ce programme ANR, au cadre des anciens territoires colonisés par la France. Donc, je vous explique Cameroun, partie française, Madagascar et Sénégal. Ce sont des partenaires qui, en fait, travaillent aussi sur le chiffre et qui se sont joints d'eux-mêmes à une réunion organisée dans le cadre de l'ANR avec lesquels on va participer. Bon, et puis en Europe, Centre Marc Bloch, Berlin, Université de Genève, des universités françaises, donc Nanterre, Paris, Aix-Marseille, et puis Lille, et plus, si affinité, voilà. Bon, il manque des relais. Je vais un peu associé au Maroc et au Maghreb. C'est un des objectifs de ce séminaire. Quand je dis relais, ce ne sont pas, alors c'est pas exclusif, mais évidemment des chercheurs, jeunes, moins jeunes, c'est pas la question, et puis aussi, bien sûr, des archivistes. Ça, ce serait très important de savoir où est-ce que l'on peut travailler en tant qu'historien, historienne, sur les chiffres, les creuser derrière, essayer de répondre à ces questions dans des archives, mais aussi, bien sûr, des comptables, des praticiens du chiffre, des statisticiens, mais aussi, pourquoi pas, des patrons. Si vous connaissez des gens de chambres de commerce, ils utilisent aussi, ils fabriquent bien entendu des chiffres, parce que ce sont des arguments politiques, ce sont des arguments économiques, ces chiffres. Donc voilà, autrement dit, l'idée, ce serait d'organiser une grande, peut-être à la séance de septembre, de se mettre ensemble autour d'une table et de discuter des apports, et puis d'essayer d'enrichir cette recherche sur les chiffres. Alors, il y a d'autres échanges, il y a un séminaire, pour ça, là je l'ai mis parce que comme ce sera enregistré, vous pourrez aller voir. Ça, c'est bien fait, le site, c'est pas moi qui l'ai fait. Le séminaire chiffré et déchiffrer les empires, organisé avec Emmanuel Sido au musée du Quai Branly. C'est un cycle de cette année, 2021-2022, et puis qui sera prolongé l'année prochaine, en 2022-2023. Le site de l'IDHES vous présente les séminaires. L'intérêt, c'est exactement comme ici, c'est que les séminaires sont pour la plupart enregistrés, et du coup, vous pouvez aller, il y a des séances de rattrapage. On a essayé de faire intervenir justement beaucoup d'archives. Au début, de commencer avec des archivistes. Et voilà, vous avez donc des archivistes qui vous présentent les statistiques aux Archives nationales de l'Outre-mer. Vous avez des archivistes qui vous présentent les statistiques. Et pour des archivistes, c'est très dur. Moi, quand j'arrive et quand tout le monde arrive aux archives en disant je travaille sur les stats coloniales, tout le monde part en courant. Parce que colonial et post-colonial, parce qu'il y a des statistiques partout. Tout le monde, dans tous les dossiers, il y a toujours des chiffres. Et les archivistes n'ont pas créé encore de catégories statistiques, évidemment, mais on ne peut pas. Parce que si vous vous intéressez au ministère de la Marine, évidemment, il y a plein de chiffres. Si vous vous intéressez aux hôpitaux, évidemment, il n'y a pas. Le problème, c'est que moi, en tout cas, ce que je cherche, c'est la façon dont on construit, dont on fabrique ces statistiques, et ça aussi, c'est un peu partout. Donc, voilà, on trouve quand même. Bon, il y a aussi, alors moi j'ai fait je l'ai mis parce que vous pouvez voir les statistiques coloniales et postcoloniales, on en a parlé, à Ibadan en mars 2022. Ça, c'était pour l'élargissement à une petite partie de l'Empire britannique. Donc, j'ai mis le lien, j'ai mis ça parce qu'il y a le lien. Et puis, un colloque international des mesures du travail en situation impériale et leurs héritages à Condorcet.
En juillet 22, je pense que, je ne sais pas, bon, bref, si vous êtes vers Condorcet en juillet 22, vous êtes bienvenus. Voilà. Alors, l'ANR, nous y voilà, structuré en 4 axes, classiques pour les ANR. Le premier, compter aux colonies. Bon, alors, à chaque fois, j'ai fait un coupé-collé du programme ANR pour essayer d'être le plus fidèle possible, ou la plus fidèle possible à ce qui avait été discuté pendant à peu près un an, pendant le temps de la préparation de cette ANR, avec les différents partenaires. Donc, il y a 4 axes ici, et à chaque fois, compter aux colonies, je le répète, mais c'est pour ça que c'est COPOL, je crois. Donc, d'abord, les statistiques officielles, c'est moi qui coordonne. L'intérêt de chacun de ces axes, oui, tous, sauf peut-être un. L'un des intérêts, c'est qu'ils sont pluridisciplinaires. Ça veut dire que vous y trouvez des historiens en majorité. Bon, c'est comme ça, puisqu'on s'intéresse au temps long. Mais vous y trouvez aussi des spécialistes de sciences de gestion, et vous y trouvez aussi des économistes. Bon, il n'y en a qu'une, mais elle est de poids, disons. Vous y trouvez aussi des spécialistes de sciences politiques et des sociologues. Naturellement, quand on parle du chiffre, on ouvre, c'est pratiquement fatal, mais c'est une très bonne chose, on ouvre à d'autres approches disciplinaires que l'histoire, et on en a besoin en tant qu'historien, parce que moi, les chiffres comptables, je ne comprends rien, évidemment, il faut qu'il y ait des comptables, et puis voilà. Alors, ce premier axe, on vous en reparlera au séminaire du 29 juin, avec Boris Samuel, qui fait partie de cet axe-là. Il s'agit des statistiques officielles, c'est très, très général, ça. Bon, donc, ils sont diffusés sous le timbre officiel, je ne me casse pas, mais bon, c'est le bulletin officiel de stats, annuaire de statistiques, etc. Leurs producteurs, donc les administrations. Autrement dit, dans un cadre colonial, on a plutôt affaire à des statistiques qui sont produites par et pour la métropole, ou qui sont produites sur place, mais pour la métropole. Donc là, c'est intéressant de voir un peu les statistiques officielles dans un contexte colonial, parce que l'on y voit très bien, d'après ce qu'on a vu jusque-là, la pyramide que constitue cette organisation justement coloniale. Ça va jusqu'au cercle, bien entendu, on va interroger, et puis ensuite on remonte petit à petit, et on va interroger aussi les milieux économiques pour essayer de faire du chiffre au sens des affaires du terme, mais voilà. Donc, producteurs on a là une bonne, à mon avis, on a là une bonne image. À travers la fabrication de ces stats officielles, on a une bonne image finalement de la hiérarchie, et puis de la hiérarchie créée par la colonisation dans les territoires. Et on va jusqu'aux relations, notamment jusqu'aux organisations internationales qui, à partir de 1919, surtout, demandent des chiffres. Alors des chiffres sur les colonies, la gestion des colonies, pour les affaires de travail, travail forcé, esclavage, mais aussi, bien sûr, pour essayer d'infléchir un peu le mouvement de la colonisation. Bref, là, vous avez des enjeux. Donc là aussi, on a des statistiques officielles. C'est intéressant de voir, dans l'entre-deux-guerres en particulier, que les organisations internationales et un certain nombre d'États colonisateurs sont en guerre ouverte, parce que les colonisateurs ne veulent pas fournir aux organisations internationales. Pourtant, c'est Albert Thomas qui est plutôt français, mais il y a des tensions, il y a des conflits. Ça s'arrange un peu ça s'arrange même complètement à partir de 1945. C'est pas qu'on n'ait plus rien à cacher, mais c'est que les organisations internationales vont se mettre à organiser les enquêtes, les études, et elles sont plutôt là, non plus seulement dans un rôle de demandeuse, mais elles sont dans un rôle plutôt là de producteur de chiffres. Voilà. Alors, évidemment, quand on colonie les stats officielles, c'est la statistique générale de la France, donc les institutions officielles de stats françaises, et l'INSEE par la suite. Et puis, je vous passe la période de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec le service national de stats, et il y a aussi là un service de stats colonial. C'est en gros l'affirmation d'une expertise, la professionnalisation, la création d'une école de statisticiens, et progressivement, très progressivement pour la France en tout cas, aussi, une petite formation à la statistique pour les administrateurs coloniaux, minuscule formation à la statistique pour les administrateurs coloniaux. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça aussi c'est à creuser, c'est une piste. Quelle est la formation de ceux qui sont dans les territoires? Voilà. Alors là, on est plutôt du côté de la métropole, et il faudrait voir ensuite
antéocolonie, les stades coloniales officiels et postcoloniales officiels. C'est-à-dire voir dans quelle mesure est-ce que justement l'emprise de ces statistiques coloniales qui ont été impulsées par la métropole joue après, et comment est-ce qu'il y a un impact, une influence de cette statistique officielle dans justement les mouvements d'indépendance, pourquoi pas, et puis ensuite, ensuite dans les indépendances. Ça paraît important. Si vous regardez par exemple les sigles, si vous regardez l'organisation des ministères, la planification, la comptabilité nationale, et puis un Institut national de statistique du Sénégal, il y a parfois mimétisme, mais il y a parfois opposition complète. Et ça, c'est évidemment intéressant. Quel est le rôle aussi de la coopération, bien entendu, coopération statistique, le rôle pour le développement de la stat post-coloniale des pays indépendants, c'est fondamental ça, et puis aussi le rôle pour ensuite, bien entendu, les relations entre l'ex-métropole et puis les pays nouvellement indépendants. Est-ce qu'on crée des stats contre, est-ce qu'on crée des stats, est-ce qu'on mérite de statistiques? Bon, le chiffre peut être une arme, bon, les positions des non-alignés, par exemple, par rapport à des chiffres qui seraient des chiffres officiels. Derrière, vous avez bien sûr la Banque mondiale, etc. Bref. Alors, je vous renvoie au séminaire du 29 juin avec Boris Samuel et on rediscutera de tout ça. Alors oui, je vous présente l'axe 2, coordonné par Olivier Feuertag, donc de l'Université de Paris 1, antéocolonie. Donc, bon, alors lui, cet axe s'intéresse aux banques, à la monnaie et au crédit. Donc là, c'est la production des chiffres par les banques. Fondamental parce que la production des chiffres par les banques, des banques coloniales, des banques d'émission coloniales, ou bien des banques qui peuvent être aussi des banques privées, mais eux, c'est plutôt les banques d'émission. C'est de cette production de chiffres par les banques c'est cette production, ce sont ces chiffres des banques qui vont déterminer à prêter ou pas à tel ou tel État. Donc c'est fondamental dans la constitution d'un État colonial, d'un État souverain et ensuite d'un État précolonial et ensuite d'un État postcolonial. Il est question là des critères finalement de la solvabilité des États, toute la gestion des dettes. Bien, voilà. Alors, donc les statistiques financières, les décomptes des dettes. Alors ici, les terrains retenus pour la collecte: Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal et Togo. Olivier Feuertag a travaillé sur les banques coloniales du Maroc. Il y a d'autres aussi. Il y a des tests qui sont en cours là-dessus sur les statistiques coloniales, pas sur les banques coloniales, et voir comment ces banques participent ou pas à la production de chiffres et quel est l'impact de cette production. Et puis ensuite, bien entendu, pour les pays qui sont anciennement colonisés. Bon, je suis désolée Xavier, parce que c'est l'axe 4, bon, j'ai gardé l'ordre. Alors, recensement de la main-d'œuvre et statistiques et conditions de travail, c'est Annick Lacroix qui est à l'Université de Nanterre qui coordonne cet axe-là. Il s'agit là, et elle vous présentera justement cet axe au séminaire Data Confirmée Génie du 31 mai au centre Jacques Berck ici. Alors, il s'agit de savoir comment s'élabore justement le savoir chiffré sur le travail. Comment est-ce que l'on chiffre le travail dans une situation coloniale? Et après, il faudra prolonger, mais il reste centré sur la situation coloniale. Effectif, donc on va mettre en scène, j'ai fait le coupé-collé, effectivité du pouvoir de l'administration, usage des statistiques coloniales pour répartir la main-d'œuvre, et puis pour légitimer aussi, éventuellement, ou évidemment, comme vous voulez, le pouvoir et l'ordre colonial. Une analyse des nomenclatures, bien sûr, nomenclature des métiers, des emplois, qui servent à classer des activités. Le rôle des catégories, qui se retrouvent peut-être encore plus que dans l'axe précédent, dans, bien sûr, ces histoires de recensement de la main-d'œuvre. Bien entendu, toutes les questions de état civil ou pas. État civil, ça, c'est une question importante pour le monde colonial et qui est liée complètement au pré-colonial, parce que les deux sont complètement imbriqués, un travail centré sur 3 terrains, Algérie, AOF, et puis l'Organisation internationale du travail. Voilà. Alors, la notion de travail, je l'ai mis parce que c'est important pour l'axe 3 ici.
inclut un très large spectre de catégories. Donc, forme de travail libre ou bien pas libre, forme de travail forcé également, une approche évidemment en termes de genre, etc., d'âge, tout ce que je dis là, enfin d'âge, ça suppose bien sûr que l'on ait des statistiques de répartition de la population par âge, que l'on ait des statistiques déjà de population. Voilà. Et on en arrive à l'axe 4. Et là, je vais laisser. J'ai fait le coupé-collé, Xavier, de ce qu'on a mis dans l'ANR, de ce que vous avez mis dans l'ANR. Mais je vais te laisser présenter cet axe et toutes ces richesses. Alors, cet axe 4 réunit une équipe pluridisciplinaire qui rassemble des gestionnaires finalement et des historiens de l'économie. On n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et nous sommes 4, donc 2 historiens spécialistes d'histoire économique et 2 collègues spécialistes de gestion. Notre méthode de travail, c'est de nous réunir tous les 2 mois et d'essayer d'interagir, de confronter nos analyses par rapport au terrain qu'on a choisi et d'essayer d'améliorer aussi notre approche et puis surtout d'écrire ensemble des textes par rapport aux angles que l'on a choisis. Donc notre questionnement principal, c'est de nous d'interroger finalement la production et les usages de données chiffrées par les milieux économiques qui sont impliqués dans l'Afrique colonisée. Ce sont des enquêtes commerciales, des documents comptables, des mesures dans les campagnes de prospection des ressources, les statistiques douanières, portuaires, mais aussi des articles de la presse économique ou d'institutions qui sont proches du patronat, comme par exemple les chambres de commerce ou les instituts coloniaux. Alors, on a déterminé plusieurs terrains qui représentent à chaque fois des temps un peu forts de cette histoire impériale. On a un premier terrain qui est à la veille de la création des comptoirs fortifiés en Côte d'Ivoire et au Gabon. Et là, on a toute une littérature qui est produite pour essayer de justifier la création de ces comptoirs à l'aide de statistiques qui, lorsque on les creuse un petit peu, on s'aperçoit finalement que tout ça repose quand même sur une estimation au doigt mouillé et que le but, c'est d'essayer d'emporter une décision politique qui ne va pas de soi. On a un deuxième focus sur la période de l'expédition du Dahomey, entre 1890 et 1892, où là, l'argument qui est avancé pour essayer d'attirer un pouvoir politique qui n'est pas forcément intéressé par le Dahomey, puisqu'il est déjà empêtré au Tonkin et à Madagascar, c'est de dire, attention, les Allemands risquent d'être très présents, et statistiques à l'appui, on montre la montée en puissance des marchands, des maisons bourgeoises, justement, dans ce territoire pour essayer d'entraîner le pouvoir politique à s'intéresser à ce territoire. On a un autre focus, je reviendrai tout à l'heure, sur lequel on est en train vraiment de travailler, c'est sur la production par la Chambre de commerce de Marseille de statistiques coloniales, apparemment d'essayer de légitimer les expansions en cours et de légitimer finalement d'aller vers ces marchés coloniaux, alors que le port de Marseille, à cette époque-là, est déjà un port mondial, mais on veut véritablement l'orienter vers ces marchés coloniaux, et j'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer pourquoi. On a un autre champ, un autre terrain d'étude, qui est le débat sur l'industrialisation du Maghreb et des colonies de l'AOF. Là encore, évidemment, la production de statistiques sert à légitimer ou au contraire à mettre en garde contre l'industrialisation des colonies. Et enfin, un avant-dernier terrain qui est la période du cartiérisme, où là, il est question de se désengager ou pas dans les milieux patronaux des colonies, parce qu'elles coûtent trop cher, parce qu'elles ruinent la compétitivité des entreprises nationales. Et là aussi, statistiques à l'appui, les camps s'affrontent, et donc on essaye de mettre en valeur tout ça, en évidence tout ça. Les collègues de gestion vont travailler plus particulièrement sur 2 terrains, sur les compagnies concessionnaires de caoutchouc et sur les compagnies aussi qui produisent des phosphates au Maghreb, qui extraient les phosphates. Et notamment, ils essayent de travailler sur les prix de revient de ces compagnies concessionnaires, et notamment pour les sociétés du caoutchouc, ils sont en train de démontrer comment le calcul du prix de revient est un levier qui permet ensuite d'exiger davantage de travail de la population qui est engagée dans ces sociétés. Donc, voilà un petit peu les terrains. Donc, les collègues actuellement travaillent sur les sociétés de caoutchouc, et nous, on travaille sur ces sociétés, sur ces statistiques produites par la Chambre de commerce, et on s'est aperçu notamment qu'à partir de 1890, lorsque la Chambre de commerce de Marseille présentait ses relations avec les autres pays du monde entier, elle utilisait par exemple les tonnages, mais lorsqu'elle présentait ses relations avec les colonies ou les marchés coloniaux, on utilisait la valeur
des produits et des marchandises. Et on a pu comprendre et décrypter qu'en réalité, quand on utilise la valeur, ça permet au port de Marseille de se montrer excédentaire dans ses relations avec les marchés coloniaux, alors que quand on utilise les tonnages, il est déficitaire. Et évidemment, avoir une balance commerciale excédentaire, c'est un moyen de dire, regardez, grâce à ces marchés, grâce à ces échanges coloniaux qui sont en train de se constituer, on peut rééquilibrer le déficit structurel du port de commerce, du port de Marseille. Et c'est donc une façon de légitimer finalement le projet colonial en cours et de s'inscrire pleinement dans ce projet colonial. Donc voilà un petit peu où on en est. On débute le travail. C'est parfois assez long et fastidieux puisqu'il faut s'attaquer aux séries statistiques, les décortiquer, les démonter, etc. Mais on a quand même pas mal de sources, c'est assez intéressant. Et donc ces séminaires bimensuels qu'on a avec les collègues gestionnaires, ça permet justement de fronter thèse, eux de nous pousser un peu dans le retranchement, nous aussi de les interroger sur tel ou tel point. Et je pense que c'est un deal gagnant-gagnant qui nous permettra d'aller plus loin et de produire des textes intéressants. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà. On t'entend pas, Béatrice. C'est bon? Oui. Ok. Comme tu dois partir, s'il y a des questions très ponctuelles sur l'axe 4, est-ce qu'on peut les poser maintenant? Ce serait peut-être... Oui, je veux bien, oui, merci. Oui, du coup, je me disais, il faut que je me presse, et puis voilà, bon. Mais du coup, si jamais, ou alors sinon, je te les transmettrai, mais si jamais il y a des questions qui s'adressent à Xavier Domalin, donc pour production et usage, aussi pour justement ce travail pluridisciplinaire qui n'est pas forcément très fréquent, enfin, bon, si ça suscite des questions, sinon on reste en contact. Hein, mais... Oui, moi j'ai des questions, mais plutôt générales, et un peu comme Xavier, je dois partir à 17h. Alors, allez-y, je ne sais pas si ça va peut-être tomber un peu à plat de poser ces questions-là, mais pourquoi pas, parce que sinon je vais partir après. Donc, non, ça va être vraiment très, très général. Je me permets, ça fait un peu la mi-temps de la présentation. Hein. Voilà, c'est la mi-temps. On est bienvenu d'ailleurs pour aller chercher un verre de thé chaud, si nécessaire. Non, je voulais juste pour compléter ce que j'avais dit au début aussi. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses sur les savoirs au CJB, qui est aussi un thème très, très à la mode. On est aussi centre de langue depuis peu, mais il y a aussi des recherches sur la question linguistique au Maroc. Et puis, en particulier avec Anouk Cohen, depuis pas mal d'années, on travaille sur les questions de l'écrit, de l'écriture et tout ça. Langue, écrit, savoir, si on ajoute le chiffre à tout ça, c'est super. On n'a pas pour l'instant, mais juste, ça c'est vraiment pour l'anecdote, le jeu de mots, c'est vrai qu'on parle de déchiffrer une langue, quand même, et surtout un script, en fait, une écriture. Et c'est vrai que les liens sont nombreux. Je pense qu'une histoire de l'écrit sur le long terme et une histoire du chiffre, à plus d'une occasion, se croisent. C'était une première remarque, même si elle est un peu anecdotique. La deuxième chose, c'est vraiment bon, parce que là, je pense que c'est une présentation générale. Je pense que quand même un des grands... je me demande vraiment comment en une heure vous avez réussi à ne pas prononcer le mot État. Effectivement, parce que je pense que le chiffre et l'État, c'est très important. Mais en fait, comme vous pensez, parce qu'il est toujours là, hein, un peu, et que ce soit l'État français au Maghreb, au Maroc, le côté bicéphale de l'État sous le protectorat, donc l'État marocain qui est maintenu et qui est sous le protectorat de l'État français. Donc là, il y aurait une espèce de double administration, de double chiffrage, etc. C'est en tout cas, c'est très, très important pour le cas marocain. J'avais une autre anecdote aussi qui est on sait combien, donc à la période qui devait être mentionnée par Xavier, fin 19e, effectivement, il y avait une... Alors, les Français, vous savez, étaient très présent en Algérie, mais les difficultés d'avoir des informations sur le Maroc, ça a été longtemps commenté. On connaît bien sûr la figure de Charles de Foucault, tout ce qui a commencé avant de devenir mystique, par être effectivement d'espion déguisé, on le sait,
dans le sud. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il comptait en particulier le nombre de guerriers disponibles dans chaque tribu. C'était vraiment un travail de chiffres. Bon, ça, c'est une anecdote. Mais bon, bien sûr, on voit bien se dessiner quand même cette problématique qui, à mon avis, est vraiment incontournable et centrale, savoir est-ce que effectivement l'entreprise coloniale européenne en Afrique effectivement est guidée par le chiffre. Alors ça me faisait penser à deux autres choses. Je ne sais pas si un des axes effectivement le traitera, mais il y a quand même la question raciale. Alors là, je ne vais pas me prendre les pieds dans le tapis, mais qui est quand même une forme très chiffrée d'administrer des populations. On le sait, hein, ce phénomène, comment le phénomène de mise en ethnie, de mise en race est très colonial, avec un but administratif très marqué, et c'est presque l'incapacité à compter, à caractériser tout ça qui finalement conduit à faire des catégories qui, on sait très bien, ne tiennent pas, mais qui sont très commodes et qui finalement deviennent un instrument d'administration. Et c'est vrai que là, du coup, alors on sort strictement du chiffre, mais il y a quand même, il me semble qu'il y a une dimension très chiffrée de la question raciale. Donc, il est toujours important de répéter, à mon avis, que c'est bien un projet colonial, que la racialisation n'est pas un projet décolonial, comme on le répète un peu trop récemment, me semble-t-il. Donc, je ne sais pas si c'est une des pistes que vous... mais en tout cas, au Maroc, ça fonctionnerait avec, bien sûr, le concept de tribu, hein, bien sûr, qui est très important aussi. Mais là aussi, derrière, quelque part, il y a une espèce d'idée du chiffre, j'ai l'impression. Mais à voir. Et pour finir, alors c'est vrai, bon, du coup, je sais pas si c'est vraiment des questions, des commentaires, mais il me semble que quand même le nerf de la guerre, ça sera de périodiser véritablement. Et bon, mais ça, c'est un peu le nerf de la guerre de tout projet d'histoire. Mais comme vous avez eu la très bonne idée de décentrer un petit peu ces questions-là, il me semble que par l'entrée du chiffre, effectivement, on peut, à mon avis, produire une périodisation qui est un petit peu différente de la périodisation qu'on connaît du 19e, 20e siècle, que bien sûr, la question période coloniale, période décoloniale, indépendance, transition est immensément importante, la question de la continuité étatique, hein, bien sûr, et c'est vrai que par le chiffre, par la production du chiffre, à mon avis, on verrait des continuités qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que cette question des périodisations, en tout cas pour le Maroc, hein, et encore, c'est parce que je ne suis pas forcément spécialiste, mais il y a certainement à travailler énormément sur ces années 50-60, et la période de transition est clairement la question de la production des statistiques au sens large, à mon avis, et quand même aussi, là aussi, pour la question de la continuité de l'État, une question, en tout cas, une porte d'entrée vraiment très fonctionnelle. Voilà, à vous écouter, en tout cas, c'est très inspirant, et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, centré sur quelques études de cas, mais ça pose énormément de questions passionnantes. Il y a ici, il y a tous les enjeux de mettre en place, effectivement, l'interlocutorat avec nos collègues marocains, les institutions et tout ça. Question l'accès aux ressources et aux chiffres est une question qui se posera très vite pour le programme ici, ça c'est sûr, on pourra en parler. Mais c'est sûr aussi que c'est une porte d'entrée pour l'histoire contemporaine du Maroc qui est très, très, très féconde, et je suis sûr que ça donnera des fruits. Voilà. Merci pour ce commentaire du Maroc, de la Tunisie, et puis aussi une comparaison avec l'Algérie, ce serait... Oui, tout à fait. Et puis l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais c'est vrai que cette dimension-là, vous l'avez ouvert en grand, effectivement, les fenêtres sont très larges. Je pense qu'il faudra se reconcentrer sur quelques études de cas, mais on voit bien que nous, on a grand besoin, en tout cas au Maroc, d'être mis en comparaison. Ça, c'est très important aussi. C'est un grand défi ici, on fonctionne un peu comme une île, et c'est très bien d'avoir des projets comparatifs comme ça.
C'est pour ça, juste pour l'État, que je n'ai pas prononcé l'État. Parce que la définition de l'État, dans un contexte colonial, devrait aussi sans doute intégrer en partie, en tout cas, des milieux d'affaires. Enfin, il n'y a pas que, voilà, c'est pas que le sabre et le goupillon. Enfin, ça peut être aussi l'économie. Enfin, la dimension économique. Voilà. Et l'État, du coup, si dans une approche transimpériale, ça va être. Je n'ai pas voulu resserrer, là, au contraire, on resserrera, on sera obligé. Ouais. Il faudra certainement une. Quand on question raciale, sur le large. Mais il faut qu'on y réfléchisse. Avec vous. Oui. Avec vous. Il y avait Didier qui Mais oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci Béatrice pour cette présentation de ce travail et également merci Xavier Domalin. J'ai une question justement pour Xavier Domalin concernant les données comptables. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que des collègues en sciences de gestion allaient travailler sur les calculs de coûts, sur les prix de vente. Donc, ma première question porte sur les raisons intrinsèques et qui amènent ce type d'organisation à calculer des prix de vente et des coûts de revient, puisqu'elles sont, je pense, sur des situations de monopole. Et la deuxième question porte également sur pourquoi ces sociétés concessionnaires, alors qu'il n'existe pas de réglementation comptable ni d'obligation légale de reddition des comptes, sont amenées à produire des chiffres. Et dit autrement, finalement, est-ce que ces chiffres servent finalement à piloter les organisations? Est-ce qu'ils s'appuient sur ces chiffres pour prendre des décisions? Ou finalement, ces chiffres sont-ils produits, sont-ils fabriqués pour satisfaire simplement aux attentes d'une tutelle? Et sur la question, sur l'exemple que vous avez pris sur les coûts de revient, c'est hyper sensible parce que sur un coût de revient, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi en fonction des hypothèses de calcul qu'on va mettre en place pour définir le prix de revient auquel on souhaite arriver. Puis une dernière question, je vois que des collègues en sciences de gestion travaillent avec vous sur ce programme. Je voulais savoir qui sont ces collègues, si je les connaissais ou pas. Voilà. Alors, pour les collègues, il s'agit d'Antoine Fabre et de Pierre Labardin. Pour répondre à vos questions, pour le prix de revient, vous avez tout à fait raison. On peut faire dire n'importe quoi pour un prix de revient. Et là, souvent, ils se sont aperçus qu'ils calculaient le prix de revient, ils le donnaient à voir en fonction des objectifs qu'ils voulaient atteindre. Donc, c'est l'inverse un petit peu. Vous voyez, ils voulaient obtenir davantage de travail des populations qui travaillaient dans les exploitations. Et pour l'obtenir, pour le justifier auprès des autorités coloniales, ils mettaient un prix de revient qui permettait de mettre en évidence la nécessité de cette demande accrue sur les populations. Voilà. D'accord. Donc, ils en sont là. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Le prix de revient, on peut le manipuler très facilement et lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. Après, pour essayer de répondre à votre question, pourquoi produire des chiffres? Je pense que c'est parce que ce sont aussi des sociétés qui ont des actionnaires et des sociétés qui sont en bourse. Donc, il est nécessaire d'avoir des bilans qui fassent apparaître un certain nombre de choses, ne serait-ce que pour entretenir un cours de bourse, etc., et pour entretenir toute une communication là-dessus. Mais voilà, c'est sur ce champ-là qu'ils sont en train de travailler. On échange avec eux. Ça n'est pas mon champ de recherche particulier, si vous voulez. Donc, je vous donne le fruit des échanges qu'on a eus lors des séminaires bimensuels avec eux. Mais c'est vrai que ce que vous dites sur le prix de revient, ils l'ont fait apparaître et ils travaillent là-dessus. Voilà, ils essayent de le mettre en évidence. Voilà, par rapport à cette pression accrue sur la population. Et du coup, ça les amène aussi à travailler sur des stratégies de résistance de cette population qui, pour résister à cette demande accrue, quittent les exploitations. Donc, du coup, on a trouvé des rapports là-dessus, justement, où il y avait les autorités politiques qui étaient en place, qui faisaient le constat des populations qui quittaient les exploitations et ils votaient en quelque sorte avec leurs pieds pour échapper à cette pression accrue sur le travail. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos... Oui, complètement. Merci.
On va continuer. Alors, de quel chiffre parle-t-on? Oui, En fait, là, c'est une prolongation un peu des questions, juste peut-être pour... J'ai ouvert pas mal de questions, et c'est pour répondre, là, pour essayer, pas répondre, mais présenter au moins un certain nombre d'hypothèses. Quels sont ces chiffres? Alors, ces chiffres supposent un consensus. Ce sont des statistiques qui sont publiées, fabriquées, qui sont parfois publiées, mais partout, tout le temps, elles sont fabriquées. Comment dire, elles résultent d'une action, c'est ce que j'ai dit, il y a derrière un commanditaire, il y a des financements, voilà, donc ce n'est pas du vent. A priori, une autre hypothèse, la stat est une tâche de souveraineté. Mais alors là, évidemment, si vous êtes dans un contexte colonial, quelle souveraineté? Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est là qu'on voit justement intervenir, bien sûr, des tensions, plusieurs forces en présence. Souveraineté de moi qui suis, moi qui suis représentant d'une autorité antérieure, locale, traditionnelle, en partie, ou bien d'un colon. Souveraineté et stat, il y a des liens certainement à étudier. Ça a été dit, la statistique peut contribuer à légitimer ou alors à ne pas légitimer ses producteurs. Si vous envoyez sans arrêt dans des publications des chiffres qui sont du n'importe quoi, à ce moment-là, vous vous délégitimisez parce que votre discours ne passe plus. Construction du chiffre, construction du langage, c'est là où la stat est un langage qui peut faire lien ou pas. Elle va asseoir, ou alors justement ne pas asseoir l'autorité de représentants coloniaux et de pouvoirs locaux qui peuvent s'affronter derrière les chiffres. Et la place accordée aux statistiques dans cette période-là est aussi sans doute à interroger. Vous avez des États, c'est pour ça que je n'ai pas prononcé le terme, vous avez des pouvoirs, disons, qui n'utilisent pas les chiffres, pas besoin, vous avez des pouvoirs qui utilisent les chiffres. Pourquoi? Ça, c'est important, et à mon avis, c'est important, c'est intéressant en tout cas, et c'est une question à poser sur le long terme. Bon, pas pour donner des leçons, mais c'est que c'est en tout cas dans ce programme de recherche. On voudrait interroger ça, cette question-là, sur le long terme. Les stats et leur classement vont formater et normaliser, ça on l'a déjà dit, classe des valeurs. Alors, dans le cadre colonial, c'est évident que les valeurs qui sont véhiculées par les statistiques, les classifications véhiculées par les statistiques sont des classifications et des valeurs de métropole. Et elles se heurtent à une réalité qui n'est pas la même, très souvent. Et plus les écarts sont importants, plus la stat n'a pas de sens. Quelque part, on ne veut rien dire. Puis on crée aussi finalement une réalité entre guillemets. Voilà combien de temps ça crée, ça tient bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'hybridation. Derrière ces statistiques-là, les stats coloniales subissent aussi, bon an, mal an, évidemment, l'emprise du terrain. Et c'est sûr qu'elles se modifient. Elles sont modifiées, les classifications. On parlait des classifications raciales tout à l'heure, vont être modifiées lorsque leur signification, leur interprétation ne sera pas la même à Paris ou à Dakar. Ces statistiques, ces classifications raciales, évidemment. Elles ne se contentent pas, ça je l'ai déjà dit, d'éclairer, d'informer, mais en fait elles classent, elles créent des différences, actifs, inactifs, références ethniques, on en a parlé tout à l'heure, c'était la réflexion, bien sûr, qui remplace les origines géographiques. Quand vous avez des enquêtes dans les années 50, on ne vous demande pas d'où vous venez, mais on vous demande à quelle ethnie vous appartenez. Comme ça, on considère que, parce qu'on a fait à la louche une carte des ethnies dans les territoires, par exemple, de l'AOF ou de l'AEF, les résultats, on dit, tiens, si vous êtes XX, à ce moment-là, c'est parce que vous venez de là-bas. Et alors, du coup, ça va très loin parce que quand vous avez des enquêtes qui sont faites auprès de producteurs, par exemple, qui recrutent des salariés ponctuellement, pour les récoltes, on demande à ces employeurs, en fait, est-ce que vous allez recruter en plus, est-ce que vous allez l'année prochaine recruter des gens de la même ethnie? Vous voyez, ça va très loin, c'est passé dans le vocabulaire. Non, parce qu'ils sont
Oui, parce qu'ils sont... Bon, voilà. Donc là, on va finalement créer des différences à partir d'ethnies, hein, et puis on va aussi les entériner, du coup les fossiliser, et on va même créer des oppositions. Hein. Musulmans, israélites, européens, hein, dans les statistiques marocaines, si vous êtes l'un, vous n'êtes pas l'autre, et du coup, vous pouvez être contre. Donc, si jamais après, il y a des problèmes de répartition. Donc voilà. Alors, je réponds... mais évidemment, on en discutera hein, de ces questions-là dans le programme. Alors, les stats contribuent à la parcellisation des sociétés coloniales. La caricature, ce sont par exemple les enquêtes sur les prix. Les enquêtes pour construire un indice des prix en Afrique occidentale française. L'indice des prix des Noirs et des Blancs n'est pas le même. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils consomment? Alors, c'est le pagne ou le casque colonial. C'est vraiment la caricature. Vous avez à peu près une quinzaine de produits quand on construit le panier de la ménagère, entre guillemets, pour les populations noires, natives, hein, bon, en anglais, et vous avez une cinquantaine de produits pour les populations blanches, alors que les populations blanches, on ne voit pas pourquoi elles ne mangeraient pas les mêmes. Enfin voilà. Donc, là, du coup, hein, on va entériner finalement des différences, et on va même, on va contribuer à parcelliser les sociétés avec ces statistiques. Voilà, considérez que les stats ne sont pas neutres, hein, ça vaut bien un programme de recherche. Donc, je finis là-dessus pour le 2, mais il y a aussi un petit 3. Non, encore, de quel chiffre parle-t-on? Bon, rapidement, là, parce que c'est plus connu, enfin, c'est connu aussi, mais les stats sont des conventions, hein, c'est un accord, et on en a déjà parlé un petit peu. Hein. À quoi elles servent? Eh bien, on s'accorde sur la façon de compter les hommes, pour quoi faire? Pour les taxer, pour les enrôler. Est-ce qu'on va compter les feux, les cases, hein, les maisons? Est-ce qu'on va compter les individus un par un? Tout dépend. Tout dépend moins en fait des moyens dont vous disposez pour compter, pour recenser, pour enquêter, que de l'objectif du comptage. Si vous voulez mobiliser une armée, si vous voulez faire peur à votre ennemi, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à compter uniquement les hommes. De plus 2 et de moins 2. Parce qu'eux, ils vont aller, c'est la piétaille. On va les diviser dans les champs de bataille. Bon. Si vous voulez au contraire montrer que vous avez un potentiel économique important, vous comptez aussi les femmes. Parce que les femmes, c'est par elles qu'il y a des enfants et du coup une population importante. Voilà. On compte les vieillards ou pas, c'est selon. Et puis pour taxer, c'est pareil. Est-ce qu'on compte que les contribuables? C'est connu ça, on ne compte pas les esclaves. Mais encore que les citoyens, hein, dans certaines sociétés, bien. Voilà. Alors, il faut aussi, derrière ces statistiques, voir la nécessité, répondre à la nécessité d'évaluer, de répartir les ressources disponibles. Évaluer aussi les potentialités de travail sur des évolutions de prix. Voilà. On a derrière les chiffres aussi des services, ça j'en ai parlé aussi, des services des professionnels. Ça pose la question de la formation, on en a parlé tout à l'heure. Formation des enquêteurs. C'est intéressant, tout à l'heure, par exemple, Adrien parlait des enquêteurs de Foucault. Là. Qui est-ce qu'on envoie d'abord qui parle le langage des populations qui sont sur place? On va envoyer des missionnaires, et ce sont les premiers producteurs de chiffres, souvent. On envoie aussi des marchands, hein, et ce sont les premiers producteurs de chiffres. Hein. Donc, qui sont les enquêteurs? C'est selon les besoins. On a d'une façon générale, alors je n'ai pas employé le terme d'État, mais le terme de prince. Le prince, c'est l'État, c'est celui qui dirige, comme ça je ne l'oublie pas. Hein. Quand il s'agit des stats officiels, hein, c'est celui qui dirige et celui qui veut garder justement le pouvoir, la capacité d'influencer, disons, le cours des choses, de mobiliser les populations. Le prince. Alors, ces stats sont des échos des tensions entre différentes sortes de pouvoirs aussi. Hein. Il va y avoir un affrontement des chiffres. Chambres de commerce, ce ne sont pas les mêmes chiffres que les stats officiels. Alors, ce ne sont pas toujours les mêmes chiffres. Sinon, on ne voit pas pourquoi on irait gaspiller des sous à faire plusieurs publications. Comment se fait-il que les stats officielles sur les productions de caoutchouc ne soient pas forcément les mêmes que celles justement des producteurs de caoutchouc? Point d'interrogation. Derrière, vous mettez au milieu, vous mettez le fisc, hein, et vous répondez à la question, bien sûr, hein, le fisc entre autres. Hein, voilà. Donc, il y a derrière les chiffres de fortes divergences d'intérêts qui peuvent apparaître derrière la production des chiffres. Et puis, dernier point, un des derniers points qu'on peut voir quand on s'intéresse aux chiffres, finalement, le fait d'exiger des administrateurs qui sont sur place à tous les niveaux, ça va jusqu'au cercle, des administrateurs ou même des élites
qui sont sur place, d'exiger la production de chiffres, c'est aussi une façon de dominer. Vous allez me rendre ça tous les mois. Et puis, comme on ne le fait pas, évidemment, on ne le fait jamais, eh ben, on renvoie. Bon. Et du coup, c'est aussi une forme de domination où on impose son pouvoir à travers la demande de chiffres. Ce n'est pas seulement la demande de chiffres, mais c'est l'exigence du chiffre. À la limite, on s'en fiche un peu de savoir quelle est la qualité du chiffre. Ce qu'on veut, c'est que l'autre fasse allégeance, en fait, en répondant. Oui, on a produit tant de bananes. Même s'il en ajoute une demi tous les ans, c'est pas grave. Il faut les régularités, c'est pas la déclaration de revenus. Il faut surtout des régularités. Sinon, ça n'ira pas. Sinon, il faudra justifier. Donc, voilà. Alors, et là, moi, j'ai été... Je vais passer à la diapositive suivante. De quels chiffres parle-t-on? Bon, des chiffres pour informer. Rendre des comptes aux princes, aux contribuables, aux banques, bon, évidemment. Des chiffres qui peuvent soutenir une propagande pour attirer des colons. Si vous dites qu'on ne produit rien, que dans le territoire il n'y a rien, que la mortalité infantile, la mortalité par maladie est absolument affreuse, et ben évidemment, mauvaise propagande et personne ne viendra. Bon. Donc, les chiffres vont servir à attirer aussi des colons. Et ça, c'est important dans les territoires du Maghreb, puisqu'il s'agit en principe de faire des colonies de peuplement. On n'a pas du tout le même discours, et ça se voit si on s'intéresse. C'est pour ça que l'approche comparative est riche, si on s'intéresse à l'Empire britannique en fonction des objectifs de la colonisation et des modalités de la colonisation. S'il y a 2 personnes sur le territoire, on ne va pas produire les mêmes chiffres. Les comptes à rendre ne sont pas les mêmes que si on veut en mettre beaucoup. Et s'il y a une concurrence sur le territoire entre puissances coloniales, par exemple, voilà. Bon, alors, plein de sources, recensement, enquêtes, statistiques administratives, elles sont très nombreuses, les stats administratives. Ce sont des stats produites automatiquement par les administrations. En France, dans les statistiques coloniales françaises, vous trouvez beaucoup, voire la majorité de ces stats sont des statistiques commerciales, statistiques douanières. Pourquoi? C'est hyper facile à fabriquer. Vous avez un enregistrement automatique, de toute façon, de tout ce qui sort et ce qui rentre du territoire. Donc, et ça, même les statisticiens des années 30 et des années 50 s'en plaignent en disant... Nos statistiques, en réalité, ne sont que des statistiques de flux, des statistiques d'échanges commerciaux, ne sont que, j'exagère un peu, mais ils se plaignent de l'emprise de ces statistiques-là et du coup, qui leur laissent à eux, qui sont démographes, qui sont sociologues, qui sont même anthropologues, et ils se plaignent de la petite place qu'il aurait laissée au profit de statistiques des douanes, qui montrent, statistiques des douanes ou du commerce, que les stats, que les colonies, en fait, ne sont là que pour des échanges, et non pas pour autre chose. Évidemment, c'est très significatif d'une absence de volonté de mise en valeur. Bref. Donc, la diffusion des stats aussi. Alors, il y a des données qui sont systématiquement publiées pour l'Empire britannique, les fameux Blue Books, avec une périodicité annuelle, etc. Pour l'Empire français, ce sont des annuaires, des bulletins divers. Dans les bulletins officiels aussi, de Madagascar, de l'AOF, vous avez systématiquement publication de statistiques. C'est beaucoup moins régulier que dans l'Empire britannique, au moins jusqu'aux années 20, disons. À partir du début du XXe, de plus en plus, les colonies vont elles-mêmes financer la production des stats. Et là, ça va changer un peu la donne, parce que du coup, on ne rigole plus, puisqu'il faut payer. Donc, voilà, il y en a qui, et c'est là qu'on voit l'importance de la formation des administrateurs, qui vont ou pas développer, favoriser ou appeler le développement de ces statistiques. Bon, et c'est une limite du développement de la stat. Bien sûr, la question du financement des services. Il ne peut ne pas y avoir de services de stat, c'est le cas du Maroc, il n'y a pas de service dédié, mais vous avez des stats qui viennent un petit peu toutes les années, dans l'entre-deux-guerres, qui viennent d'un petit peu tous les services, jusqu'aux années 30 au moins. Voilà. Et vous avez par contre un service de stat assez bien organisé en Indochine, à partir de 1922, avec des professionnels de la statistique qui sont importés de métropole, et qui vont monter ce service-là jusqu'à la crise des années 30, puisque avec la crise des années 30, on ne finance plus ce service-là et on les renvoie en France et ils vont monter le service colonial de stat ministère en France. Voilà. Alors, donc, la question du financement, il faut en tenir compte.
chose d'assez important, la professionnalisation des statisticiens aussi, et puis aussi les contingences, les guerres. On parlait d'une périodisation nécessaire. C'est évident que les guerres, Première et Seconde Guerre mondiale, ont un impact important sur le développement des stats, parce que développement des contrôle des prix, développement aussi, on a les stats douanières, mais il faut limiter les exportations, les canaliser au moins. Donc on a là une affirmation des chiffres. Voilà. Alors, un programme en quête de partenaires, ça je le redis, mais c'est le troisième point. Ici, ces chiffres doivent répondre à plusieurs questions qui méritent d'être transposées au Maghreb pour les périodes d'avant, pendant et après le protectorat et la colonisation. Quelques questions. J'ai été aux archives, alors très très peu de temps, parce que j'ai été aux archives en fait un jour et demi, c'est rien du tout. Aux archives ici à Rabat, aux archives du Maroc, et j'ai trouvé un certain nombre de choses. Bon, comme dans toutes les archives, vous arrivez en disant je travaille sur les stats coloniales, postcoloniales et précoloniales. Il y a l'Asie, c'est plus loin. Mais bon, on trouve quand même des choses, surtout que, même très rapidement, que là, les classements sont bien faits. On vous envoie directement, il y a un inventaire qui est en ligne. Bon. Alors, si vous tapez statistique, il n'y a rien. Si vous tapez recensement, il y a des choses. Et puis, petit à petit, par service, petit à petit, on comprend que. Alors, un constat, effectivement, on a une présence systématique de statistiques sur les protectorats. Ça fait longtemps que je me demande pourquoi, dans les bulletins réguliers de la statistique générale de la France, on a systématiquement des statistiques sur les protectorats du Maroc, de Tunisie encore plus. Puis l'Algérie, 3 départements, donc là on a aussi des statistiques. Dans les publications statistiques officielles, on trouve dans les annuaires aussi de statistiques, vous trouvez systématiquement des statistiques sur les différents territoires coloniaux et aussi sur les protectorats. Je ne me demande pas pourquoi, mais c'est un constat. Alors, d'où sortent ces chiffres, par contre, là, il est plus difficile de le savoir. Autre constat, le chiffre, et ça c'est ce que j'ai lu un peu aux archives ici, est un témoin de tensions internes très vives. C'est pour ça qu'il est difficile de parler d'une commande d'État, parce que ça apparaît ici comme un témoin de tension très très vive entre des autorités politiques et des milieux d'affaires présents au Maroc. Je pense qu'on pourrait peut-être rejouer la même chose, les mêmes tensions entre Marseille, des statistiques de la Chambre de commerce, et puis des statistiques officielles, disons Paris, par exemple. Alors, ce qui m'a marqué dans ce que j'ai vu aux archives, c'est qu'à un moment, en 1933, vous avez le consul et vous avez du coup les autorités coloniales du protectorat, les autorités françaises, qui encouragent très fortement le développement d'une association privée qui va fabriquer de toutes pièces un bulletin. Alors, c'est le bulletin économique du Maroc alors, il y a des réunions préalables, et dans ces réunions dans lesquelles interviennent à la fois des représentants des autorités politiques françaises et puis des représentants des milieux d'affaires installés au Maroc, on discute et on décide de créer un bulletin régulier qui va s'appeler le bulletin économique du Maroc, qui est publié effectivement à partir de 1933. 2 ans plus tard, en 1935, vous avez une petite note qui dit qu'il est absolument hors de question que toutes les statistiques disponibles, les statistiques gouvernementales, des services officiels, continuent à être livrées comme ça, librement, gratuitement au bulletin économique du Maroc. Pourquoi ce revirement ? Finalement, est-ce qu'il y a concurrence entre ce bulletin qui est fabriqué par la Société d'études économiques et statistiques du Maroc, c'est une association privée, ce sont des milieux d'affaires, qui sont pour la plupart dans des grandes villes, et en particulier à Rabat, Casablanca, etc., représentant tous les milieux d'affaires. Apparemment, il n'y a pas plus le club des phosphates que le club des intérêts portuaires. Pourquoi ce revirement ? Alors, c'est une question, mais ça, on le voit derrière la production des chiffres. Est-ce que ce bulletin fait concurrence, qu'est-ce que ça voudrait dire, au bulletin mensuel de la statistique générale de la France, qui publie des données aussi? Je ne vois pas en quoi la concurrence pourrait être importante. C'est certainement pas en termes de lectorat. Ils ne sont pas du tout... Voilà. Alors, je vais vous présenter du coup le bulletin économique du Maroc rapidement, et puis le bulletin de la SGF, autrement dit des statistiques privées pour aller vite, milieu d'affaires, et des statistiques publiques. Donc, le bulletin de la SGF, c'est le terme générique.
Donc, la création du bulletin économique du Maroc, j'ai utilisé bulletin, les deux s'appellent bulletin, bon, c'est le bulletin économique du Maroc, est soutenu par le consul français à Rabat. Et c'est intéressant parce que dans une séance du CIME, donc ils se réunissent pour savoir comment on va créer et pourquoi on va créer ce bulletin économique du Maroc, pourquoi et comment on va réunir ces stats-là, et puis auprès de qui on va diffuser. Ça vient vraiment des milieux d'affaires, ça. Intéressant parce que la définition finalement de la statistique est évoquée à cette réunion, et elle est évoquée par celui qui deviendra le rédacteur en chef du bulletin économique du Maroc. Donc il s'appelle René Offert. Donc il dit qu'il s'agit par un effort collectif, le terme statistique qui fait du lien, c'est bien une collectivité qui est engagée, d'entraîner différents services à acquérir l'intelligence du chiffre et à écarter par là deux pratiques funestes. Et là, il se démarque clairement des stats officielles. Celle qui consiste, première pratique funeste, celle qui consiste à reproduire automatiquement dans les annuaires marocains certains chiffres, du fait seul qu'ils figurent dans les annuaires français. Il y a donc concurrence, il y a donc deux points de vue là. Et les chiffres ne peuvent pas être forcément, ne sont pas forcément les mêmes. Ça m'a interrogé, moi, de dire ça. Bon. Et puis celle qui tendrait, la seconde tendance néfaste, donc pratique funeste, celle qui tendrait à réprouver tout effort d'analyse, à s'abandonner à la description des rites de détail, pratiques superstitieuses, dépassées, alors que le peuple civilisateur, milieu d'affaires coloniaux, on n'est pas du tout là dans les non-coloniaux, a pour devoir de dégager en quelques traits fermes, ça c'est la stat qui va faire ça, c'est le chiffre qui va dégager en quelques traits fermes les conditions de contact de deux races, de manière à instaurer progressivement les bienfaits, de la technique française. Vous voyez, donc, on est là il y a une prise de conscience très claire de l'importance du chiffre, outil de propagande. Il s'agit de préciser aussi, de préparer les conditions de contact de deux races. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et du coup, tout le monde s'accordait là-dessus. Alors, les petites photos, pluralité des stats, une concurrence, point d'interrogation. Je vous ai donné la cote, là, les bulletins, ils sont en usuel, mais il y a aussi tout un carton en FF 194 qui nous montre, derrière le bulletin qui est publié, vous avez la couverture du bulletin on ne voit rien du tout, mais c'est juillet, moi je ne vois pas la date, mais vous la verrez quand la photo disparaîtra. Et vous avez aussi tout un carton d'archives qui vous montre comment sont fabriqués ces bulletins, et ça c'est intéressant. Donc des bulletins économiques du Maroc, 35-36 en fait, accessibles en usuel aussi, la série n'est pas continue, il n'y a pas de... Mais intéressant parce que contrairement au bulletin de la Stat générale de la France officielle ou bien aux annuaires statistiques, tous les articles là, d'abord ce sont des articles, ils n'apparaissent pas régulièrement tous les ans ou tous les mois, mais ces articles sont signés. Ce n'est pas le cas dans les bulletins de la statistique générale, sauf l'opuscule qui est un bulletin spécial. Là, les articles sont signés par des statisticiens souvent, mais dans la publication des stats, il n'y a pas de signature. Ici, vous les avez systématiquement, les signatures. Vous ne les voyez pas, mais vous regarderez avec une loupe. Je vous assure qu'elles y sont toutes. Et ce qu'il faudrait, c'est prendre évidemment la liste des signataires et puis voir qui ils sont. D'ailleurs, le René, qui est le chef éditorial, là, il faudrait savoir d'où il vient. Je n'ai pas eu le temps de le voir, mais ça doit se trouver quelque part. Donc, on a des informations très précises dans ces bulletins et on a incontestablement des financements parce qu'on a des belles cartes en couleur, ce que vous ne trouvez pas dans les bulletins de la SGF, puisque, bon, il n'y a pas de carte, et puis, en général, c'est fait à la main, à peu près. Bon. Donc, on a une Ronéo, enfin, c'est un peu l'âge de pierre par rapport à ça. Et là, c'est le bulletin économique du Maroc, donc, publié par la Société d'études, etc. On est en 1935. Vous voyez la carte des courants pétroliers et méditerranéens. Et Méditerranée. Je n'ai pas très bien compris le titre, mais bon, lui, il devait savoir. C'est un dénommé Dresch. Une belle carte, vous ne trouvez pas l'équivalent. Bulletin économique, là, j'écris celui de 35. Encore une carte de Dresch. On ne retrouve pas de carte de cette qualité dans les publications officielles. Ça, elle m'a semblé jolie. Les cartes ethnographiques et linguistiques, c'est quand même, ça suppose. Quelles sont les sources? On ne vous le dit pas. Vous avez la légende. Bon. Ce sont des cartes qui sont présentées comme ça. Il n'y a pas d'article derrière. C'est juste une cartographie. Bon, ça veut dire qu'on ne vous dira pas comment ça a été établi, on ne vous dira pas ce que signifie, enfin bref. Bon. Mais en tout cas, des cartes, ça veut dire qu'il faut informer rapidement. Il faut faire sens. Une collecte systématique de données, donc des sources régulières, et qui sont des sources officielles. Ça vient de la Direction générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, là, ici. Et cette direction générale
institution officielle, envoie au président de la Société d'études économiques et stats, un rabat, on envoie toutes les informations qui sont exigées. Voilà, on a même des illustrations, et ici elle m'a semblé pas mal celle-là, et c'est sur la propriété paysanne au Maroc. Donc vous regarderez les répartitions de la propriété en fonction des années et en fonction aussi de la catégorie des individus, évidemment, colons, pas colons, etc. Voilà. Alors, ce bulletin, financement important, il répond aux demandes des intérêts économiques locaux de la colonie. Dommage, la comptabilité, moi je cherche toujours la comptabilité de ce type de publication, je ne l'ai pas trouvée. Peut-être qu'elle serait à la Chambre de commerce, il faudrait voir comment c'est financé tout ça. Est-ce qu'il y a des subventions publiques? Est-ce que la directive de 35, non, vous, institution publique, vous n'avez plus donné au service public, plus donné d'informations, est-ce que c'est suivi des faits ou pas? On n'en sait rien. À étudier, je pense, le bulletin éco du Maroc. On a peut-être une concurrence entre stade public-privé, là, qui n'apparaît pas, que je n'ai pas trouvé, point d'interrogation. Est-ce qu'on a la même concurrence dans d'autres territoires sous emprise française? Bon, alors qu'est-ce qu'on trouve dans les stats officiels, les bulletins de la statistique générale de la France, dans l'entre-deux-guerres, les annuaires stats? Il y a un personnage qui est important, c'est un statisticien, Ribble. Il a réussi le concours de la statistique générale de la France. Ils étaient deux. J'étais peut-être 3 ou 2,5 à le passer, ce concours-là. Ça passionnait personne. Personne ne savait ce que c'était que la stat dans les années. Il a passé le concours, là on est en 1907. Boll rentre à la statistique générale de la France. Ils sont à peu près 5 statisticiens. Il y a un garçon de bureau, il doit y avoir un concierge et puis quelques dames employées. Enfin, ils ne sont pas 50. Voilà. C'est un personnage central dans le développement de la stat démographique du Maroc. Entre les deux guerres, il a été interviewé par Desrosières. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est accessible en ligne dans le journal électronique. Cette interview est retranscrite. Donc voilà. Et puis quelques articles, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais alors il signe, lui, un certain nombre d'articles sur le Maroc, et surtout le Maroc d'ailleurs. Et il a signé aussi un article dans le journal de la Société de Stats de Paris dont il était membre, je vous ai mis le lien, sur la démographie de l'Afrique française du Nord au début du XXe siècle. C'est un article de 1924, accessible en ligne, comme tous les journaux de la statistique de la Société de Stats de Paris. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Que les connaissances démographiques sur l'ensemble des pays du Maghreb sont très partielles. Il constate des décalages importants. Évidemment, en matière d'état civil, je vous passe les détails, mais des décalages très importants. Et le Maroc paraît en retard, je n'aime pas tellement ce mot-là, mais dans le développement de l'état civil par rapport à la Tunisie et puis par rapport à l'Algérie, vous pourrez lire l'article. Il a fait un autre article sur le Maroc économique, et là aussi, il constate que les connaissances économiques sont partielles, et il nous explique que la direction de l'agriculture, du commerce et de l'industrie rédige un annuaire statistique qui reprend vraiment le plan de l'annuaire statistique de la France, donc la mimétisme pour ce document officiel. Les statistiques sont largement diffusées, et puis voilà ce que j'ai trouvé d'autre. Donc elles sont dressées au Maroc, mais elles doivent être précisées, développées et plus largement diffusées. Donc ça peut mieux faire, comme on dirait dans les bulletins scolaires. Toutes ces stats doivent être centralisées, autrement dit, pour Boll, ça ne va pas sur les statistiques économiques du Maroc. Il faut que ça soit centralisé, beaucoup plus diffusé. Le but ne paraît pas être atteignable, en fait, c'est pas très beau, mais sans une réorganisation en profondeur sur les bases suivantes de la stat du Maroc, création d'un service central, c'est ça, c'est la dissémination des services produisant des stats qui bloquent le développement de la statistique du Maroc, et c'est là qu'il renvoie à la statistique de l'Indochine et à ce fameux service. D'ailleurs, c'est le seul qui a été créé. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on a une concurrence? En tout cas, on a des moyens très différents entre stade public et stade privé. Et puis, il a fait un autre petit article. Il est là. Et compte rendu sur le recensement. Il y a des recensements au Maroc. Tous les 5 ans.
En particulier, il y en a un en 21, et puis tous les 5 ans en 26, et puis ensuite, il y en aura un en 31. Voilà. Donc, bon, il développe, c'est aussi, il précise ce que l'on trouve dans les recensements, c'est toujours en Ribble. Alors, pourquoi en Ribble? Parce qu'il va être envoyé dans les années 30. Il est envoyé pour justement, il dit rien n'allait bien. Bon, en général, quand on dit ça, c'est parce qu'on arrive, Zorro, qu'on va monter le service de stade. Il est envoyé dans les années 30 par le gouvernement français pour monter un service de stade justement au Maroc. C'est pour ça qu'il dit ça. Alors, il y a quand même des enquêtes. Il y a quand même des enquêtes et aux Archives nationales du Maroc à Rabat, j'ai trouvé qu'il y avait des renseignements sur les activités des offices et des bureaux économiques. Donc, pour ne pas occuper la parole peut-être tout le temps, on a des rapports économiques et d'ensemble, rapports économiques et d'ensemble sur le protectorat, qui sont fabriqués par la résidence générale de la République du Maroc, mais qui sont fabriqués par la direction de l'agriculture, du commerce et de la colonisation. Vous avez, j'ai mis la cote, au CC 175, vous avez des informations là-dessus. C'est un service des études, et on voit que la production de stats est extrêmement hiérarchisée. C'est le service des études économiques qui fait des rapports mensuels, c'est énorme mensuel. Moi, si je peinais à faire des stats, à fournir des informations, je ferais ça au moins semestriellement déjà, puis après éventuellement par trimestre, puis après, là il n'y a pas, c'est mensuel. Plusieurs échelons du commerce, de l'industrie participent à l'élaboration de ces rapports mensuels qui sont publiés par les services de renseignement, dont les données sont centralisées par un bureau central. C'est très, très bien organisé, tout ça. Le rapport mensuel est divisé en 3 parties. D'abord, situation politique générale. Ensuite, action du personnel administratif. Et puis, 3e point, là, ce sont, et c'est plus ce qui nous intéresse, des données sur culture élevage. Donc, c'est dans le 3e rapport que l'on va trouver, dans le 3e rapport mensuel, mensuel, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S, on pourrait le retirer, on va trouver les données statistiques. Mais même dans cette 3e partie des rapports, les statistiques, et c'est cette 3e partie des rapports que l'on trouve pour plusieurs années, dans plusieurs cotes, dans la C175, mais aussi dans les suivantes. Vous trouvez ça pour toute la période de l'entre-deux-guerres aux Archives nationales du Maroc. Donc, vous avez culture, élevage, commerce, transport, voies et communication. Même dans cette 3e partie, les statistiques sont peu nombreuses. On a quelques effectifs de nombre pour le bétail. On a le prix de certains biens. On a quelques recettes fiscales des marchés, mais peu de chiffres, en fait. Ça veut dire que l'on peut très bien faire un rapport mensuel sur l'activité économique dans son ensemble sans utiliser beaucoup de chiffres. Le plus gros problème, en fait, c'est que les sources de ces rapports qui sont pourtant officiels ne sont pas précisées. Ça ne veut pas dire qu'on tire au dé, mais ça signifie en tout cas qu'il n'y a pas d'enquête rigoureuse. Ça signifie que celui qui rédige, le responsable du lieutenant, commandant, colonel du cercle, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 3 mercuriales ou alors il envoie des informateurs, ou bien lui-même, il va s'informer. Combien y a-t-il vous avez par exemple, dans certaines régions, bien entendu, du Maroc, il y a les importations et les exportations de bétail, donc nombre de chameaux. Il interroge les douaniers, les gendarmes, pour voir un peu les caravanes. Voilà les statistiques officielles. Alors, reste ici des statistiques. Donc là, pour ces rapports mensuels, on n'est pas dans la précision statistique. Il reste, par contre, des statistiques administratives tout à fait classiques, des douanes, par exemple. Il reste des recensements démographiques, j'en ai parlé. Il y a quelques enquêtes ponctuelles, d'après ce que j'ai trouvé, qui sont commanditées par les autorités du protectorat. Il y a par exemple en 1937 une enquête sur les tanneurs de Salé. Elle est assez peu chiffrée, elle est peu chiffrée. Il y a des chiffres, évidemment, on vous dit combien il y a, c'est sur l'artisanat en général, et en particulier les tanneurs. On vous dit, voilà, il y a 8 patrons, 10 ouvriers, mais on vous dit tout de suite que c'est peut-être une des raisons de l'absence de chiffres. On vous dit tout de suite que les catégories ne peuvent pas être définies. Parce qu'aujourd'hui, je suis patron, demain, je ne serai patron, en fonction de l'activité économique. Il y a quelques chiffres sur les plantations, sur les conditions vétérinaires, sanitaires, etc., sur les plantes, mais finalement, relativement peu de chiffres. Alors, l'enquête, donc l'étude est à compléter avant d'affirmer que les stats disponibles de l'entre-deux-guerres n'éclairent que l'activité urbaine et l'activité des colons. Pour le moment, moi, c'est plutôt mon idée, disons pas, c'est pas une idée, c'est une impression d'ensemble.
Ce qui ressort des statistiques publiées par le bulletin de la SGF ou par les annuaires publiés côté métropolitain, effectivement, c'est l'activité urbaine et c'est l'activité des colons, celle qui intéresse les colons, le reste, bon, donc le Maroc utile, disons, pour la métropole. Pour le reste, finalement, pas grand-chose. Alors, une enquête à approfondir et à prolonger, des différences, évidemment, à interroger entre les territoires, protectorats, départements, savoir aussi quels sont les héritages acquis au moment des indépendances et acquis au moment, bien sûr, de la colonisation. Ça paraît fondamental. Sur quel terrain est-ce qu'on va tenter d'implanter, développer ces stades? Peut-être une concurrence chiffre public et privé à interroger. Est-ce qu'il y a une complémentarité? Est-ce que l'on utilise les stades patronales ou pas quand on est administrateur? Jusqu'à quel point, finalement, bon. Les Belges ont une philosophie, ils sont plus riches, enfin, ils mettent plus d'argent, disons, dans le Congo français que dans l'ensemble des colonies d'Afrique française, quand je caricature. Ils ont une théorie, une espèce de théorie, c'est qu'ils disent qu'on ne va pas donner beaucoup de statistiques de production par exemple minière, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule entreprise. Et du coup, on va respecter le secret des affaires, et ça veut dire le secret de cette entreprise. Bon, pour la France, certains territoires, c'est pas forcément vrai. Comment expliquer du coup cette absence, cette, fragilité des chiffres de production en particulier, point d'interrogation. Donc on a là derrière toute une histoire de la construction d'une expertise au service des élites et d'une expertise des élites aussi au service d'une cause coloniale qui est à construire. Quelles élites sont servies par cette construction des stades et comment sont-elles servies? Voilà. Bon, merci de votre attention. J'ai retenu déjà pas mal. Et puis, toutes questions et commentaires sont bienvenus. On a fait une petite pause au milieu avec des questions.